Nous sommes dans la commune de Ouled Cheikh, à 5 km au nord de Qsar El-Kbir. Derrière moi, vous pouvez voir le fleuve Loukos qui a joué un rôle important dans le développement de sa région. Pour comprendre ce rôle, je suis accompagnée de monsieur Omar Akrez, qui est le directeur de l'INSAP, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Monsieur Akrez, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rôle qu'a joué le fleuve Loukos dans la région de Qsar El-Kbir? Alors, le fleuve Loukos est l'un des plus importants fleuves du nord-ouest du Maroc actuel. Le fleuve Loukos a incité, si je puis dire, des occupations humaines très anciennes, parmi lesquelles la première est l'Ixus, bien sûr, qui est l'agglomération la plus ancienne pour ce qui est du Maroc antique. Et dans cette plaine, nous avons tout à fait à l'extrême sud-sud-est, la ville de Qsar El-Kbir pour l'époque médiévale et la ville d'Oppidum Novum pour la période antique. Les textes anciens nous ont laissé un texte important qui nous donne le réseau urbain au Maroc, un réseau qui s'échelonne ou qui suit deux routes principales qui partent toutes les deux depuis Tanger et qui arrivent l'une, celle de l'intérieur à Volubilis, et celle littorale, si on peut dire, arrive à Salah, c'est-à-dire Rabat actuel. Pour ce qui est de la route intérieure, nous savons qu'elle passe par une ville qui s'appelle Oppidum Novum, qu'on a recherché, je disais au début, depuis le 19e siècle. On soupçonnait qu'elle existait à Qsar El-Kbir, parce qu'il y avait quelques éléments qui le permettaient, mais on n'en était pas sûr parce que nous n'avions pas d'éléments importants pour le prouver. Depuis quelques décennies, si je puis dire, les découvertes archéologiques ont permis définitivement de placer la ville d'Oppidum Novum à Qsar El-Kbir actuel. Donc, Monsieur Omar Akrez, on est dans la cour de Jamal Adam de Qsar El-Kbir. Cette cour a connu dans les années 80 d'importants travaux de restauration. Ces travaux ont permis à l'époque de faire d'importantes découvertes archéologiques. Vous avez justement participé à ces travaux de restauration et bien sûr également à ces découvertes. Quelle est l'importance de ces découvertes? En effet, permettez-moi de revenir un peu sur les travaux. C'est en 1988-89 qu'est paru dans un journal national une notice comme quoi les travaux en cours à l'époque de restauration de la Grande Mosquée ont permis des découvertes de choses ou d'éléments plus anciens. Nous sommes effectivement tombés sur des découvertes qui ont pu changer un peu l'histoire de notre connaissance du Maroc à l'époque antique. Tout d'abord, avant de remonter à l'époque antique, les restaurations ont montré deux choses. Que l'ensemble de la mosquée était construit en briques cuites, et que sous la cour centrale de la mosquée se trouvaient des citernes qui étaient creusées profondément, à peu près à 4 mètres sous le niveau premier de la mosquée du XIIe siècle, de la mosquée Al-Muhad. Ce qui nous a montré qu'au moment de la construction de cette mosquée au XIIe siècle,
On a dû très profondément creuser pour asseoir cette mosquée dans un sol qui était argileux, dans des alluvions. C'est ce qui avait permis, déjà au XIIe siècle, de retrouver les restes de la ville ancienne. Seul, donc, je disais, le minaret en entier est construit en gros blocs et de petits moellons également. Dans ces blocs, nous avons trouvé des éléments d'architecture, des éléments de colonnes, des éléments de seuil, de portes et surtout deux inscriptions que je vous montrerai tout à l'heure. Je disais également que dans la région, la pierre n'existe pas ou il faut aller la chercher assez loin. Ces pierres sont assez énormes pour penser qu'elles ont été amenées d'un site qui soit loin de la mosquée et nous pensons que ce sont des éléments qui ont été retirés dessous la mosquée ou sous les environs de la mosquée d'un monument ou deux monuments importants d'une ville romaine, très certainement. Parmi les éléments qui ont permis la construction de ce minaret, vous voyez ici une demi-colonne engagée qui... une partie d'une demi-colonne engagée, parce que seule ici, elle n'a rien à voir. Donc elle a servi, elle a été retirée de son cadre d'origine romain pour être réutilisée en tant que matériau de construction dans le minaret de cette grande mosquée. Alors ici, nous sommes sur la façade est du minaret, celle qui fait face à la salle de prière. Et c'est cette façade qui a donné les éléments les plus importants, qui sont, autre que le montant de porte que vous voyez là-bas, deux inscriptions latines. Une est une stèle d'un militaire et la deuxième est une inscription officielle qui est très importante, non seulement pour la ville d'Ours el-Kbir, mais également pour l'histoire du Maroc antique. Pour ce qui est de la stèle, c'est la stèle d'un militaire syrien qui a servi dans une aile militaire des Hamiens qui s'appelle Abdas de Chalcédie de Syrie. Il a vécu un certain nombre d'années, donc il est décédé ici. L'inscription nous dit que, d'abord, c'est le gouverneur de la province Aurelius Litua, qui habitait à Tanger, qui a imploré d'abord les dieux, tous les dieux du panthéon romain, qui dédie l'inscription aux deux empereurs de l'époque, qui régnaient en 291 après Jésus-Christ. Et c'est la raison qui est importante dans cette inscription. C'est le retour de la paix. Ce qui veut dire que le gouverneur est venu ici pour célébrer le retour à une paix. Ça veut dire donc qu'il y a eu une guerre juste avant, une guerre qui est connue dans les textes dans toute l'Afrique du Nord. Ça veut dire que toute l'Afrique du Nord était en soulèvement. Cette inscription est importante pour la ville d'Ours el-Kbir parce qu'elle montre que c'était un centre important à l'époque romaine. Le fait que cette inscription soit trouvée dans le minaret, ça veut dire qu'elle provient d'Ours el-Kbir. Et ce type d'inscription ne se trouve pas dans la campagne, il se trouve dans une ville. Et c'est une ville
C'est la ville qu'on cherchait depuis le 19e siècle, puisque c'est une ville qui est attestée dans des récits anciens, la ville d'Oppidum Novum. Donc, M. Akras, comme on vient de voir à l'intérieur de la mosquée, donc ces inscriptions sont très importantes dans l'histoire de la compréhension de la ville d'Aqsar-Kbir. Est-ce que c'était les seules découvertes lors justement de ces travaux de restauration? En effet, les plus importantes sont celles que nous avons vues, mais les travaux ont montré d'autres éléments qui ont été trouvés en fait aux environs de la mosquée. Au moment du creusement, le long de l'enceinte de la mosquée, on a trouvé devant chacune des portes un énorme bloc que vous voyez là, qui sont des blocs de remploi, là aussi d'époque romaine. Ici, par exemple, c'est un montant de porte. Les autres éléments sont des blocs de construction qui ont servi de marche d'escalier pour accéder à la mosquée. Qu'est-ce que ces blocs ont permis quand même de comprendre? Ces blocs ont permis de comprendre, en plus des éléments que nous avons vus à l'intérieur, que dans les environs de la mosquée et sous la mosquée certainement, se trouvait très certainement un monument public. Quand on dit monument public, ça veut dire que c'est une agglomération. C'est une agglomération d'importance. Un monument public, ça pourrait être un monument civil, ça pourrait être également un temple, ça pourrait être une basilique, mais un temple, une basilique ou autre monument public ne peut se trouver que dans une ville. Donc c'est un élément de plus qui montre que là nous sommes pratiquement dans le centre monumental de la ville ancienne d'Oppidum Novum. Pour ce qui est de la construction de la mosquée, certains historiens évoquent la période idrissite, d'autres parlent de l'époque almohade, et son extension aurait eu lieu sous le règne des Mérinides, et notamment Abou Ina al-Mérini, qui a construit l'école. D'autres textes évoquent sa construction au milieu de l'époque almoravide. L'histoire de cette mosquée est également liée à l'installation à Aqsar al-Kbir de Moulay Ali Boughaleb après avoir quitté Fès en 1145. Il a vécu dans la maison de la mosquée et où il prodiguait ses cours. Il faut aussi garder à l'esprit que la grande mosquée était considérée à une époque parmi les 5 plus grandes mosquées au Maroc. Après El Qarawin à Fès, la Koutoubia à Marrakech, la mosquée de Taza et la grande mosquée de Salé. La ville d'Aqsar al-Kbir était aussi importante que ses capitales marocaines. Hassan al-Wazani dit Léon l'Africain raconte dans son livre une description de l'Afrique que le sultan almohade Yaqub al-Mansour serait venu dans une expédition de chasse et qu'il se serait perdu dans les environs de la ville d'Aqsar al-Kbir. Un habitant l'aurait accueilli chez lui. Au vu de l'accueil qui lui a été réservé, il aurait ordonné que l'on s'occupe de cette ville. La mosquée et d'autres dépendances ont bénéficié de cette attention.
La mosquée a suscité un intérêt auprès des dynasties qui se sont succédées. Cela se traduit dans son architecture, si l'on prend par exemple le minaret, il a été construit par les Almohades, transformé par les Mérinides. Il y a dans chaque recoin de la mosquée un détail architectural d'une époque donnée. Les villes islamiques ont toujours doté leur médina d'une grande mosquée. Elle était toujours accompagnée de bâtiments annexes. À côté de la mosquée de Ksar el-Kbir, on trouve l'école Inania, la maison de tissage, le bain-mort de Sidi Mimoun, la tannerie. La mosquée a toujours été le noyau du développement urbain. Nous sommes devant l'école Al-Ahliya, qui auparavant s'appelait l'école Inania, construite par Abu Inan al-Marini au XIIIe siècle. C'était une annexe de la mosquée, et avant d'être une école, c'était l'internat des étudiants. الأعظم قبل أن تتحول إلى مدرسة عنانية، مدرسة مختصة في علوم الدين إلى غير ذلك. هذه منشأة حرفية درز أو ما يسمى بالدرز الكبير. هذا الدرز هو Nous sommes dans la maison de tissage. Les revenus de cet atelier professionnel étaient reversés à la mosquée qui dispensait des cours de fiqh, hadith, religion. Au XVIe siècle du temps des Saïdiens, Aboul Mahassin al-Fasil Fihri, un savant de la ville, a décidé que tous les revenus seraient destinés à l'imam. Cette pratique a toujours été liée à la construction et la gestion des mosquées. كرسي الحديث. وطبعا هذه الظاهره كنلقاوها يعني موجوده في مدينه القصر الكبير، بحيث ان كل مسجد بعض المساجد مرتبطه بها بعض المنشات الحرفيه خصوصا الدراز. نذكروا مثلا الجامع مسجد السعيد او كما يصطلح عليه محليا بالجامع السعيده، يعني قداموا واحد الدراز اللي كان المداخل ديال الدراز كتخصص للمسجد باش كتيسر الامور ديالو والاحتياجات ديالو. اذا هذه المنشاه تعود للقرن السادس عشر. Cette bâtisse a été restaurée en 2007 dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement. Ces travaux ont permis de redonner au lieu son lustre d'antan. يعني الحاله ديالو قبل الترميم كانت يعني حاله مزريه، فهذا المشروع هذا يمكن ان هذا المنشآت تسترجع يعني واحد الرونق مع الحفاظ على الخصوصيات القديمه ديالها، وبالتالي يمكن نلقاو بان هذا الدراج هذا بحكم القرب ديالو للمسجد الاعظم من المرافق الرئيسيه اللي مرتبطه به تاريخيا. السلام عليكم سي عبد السلام، تبارك الله عليك. بخير مزيان.
هاني الله يحفظك بارك الله فيك. كي غادا الامور مزيانه؟ اللهم لك الحمد. بالنسبه لهذا الدراز هذا والملكيه ديال من في الاصل؟ واش غنقول لك، الملكيه ديال سيدي احمد الفاسي، هو اللي بناه. هو اللي بنى هذا الدراز؟ هو اللي بناه. فوقاش تبنى المعلومات اللي عندك؟ واكثر من 500 سنه. كثر. قرن، حوالي القرن 16. انا قرن 6 القرون. لا يعني حوالي القرن 16 يعني. قرن 13. والعلاقه ديالو بالجماع الكبير ما عندكمش شي فكره عليها؟ كان مولاي علي بوغالب، سيدي علي بوغالب كان كيجي عند سيدي احمد الفاسي نهار الدراز. وكيصلي سيدي علي بوغالب كيصلي بالناس امام. كان كيدخل نهار الدراز. يعني الائمه ولا العلماء اللي كانوا كيقراو الجامع الكبير كانت عندهم ضروري يجيو يدخلوا للدراز ويخدموا له. كانوا كيخدموا له بالجلاب او الحايب. يعني الائمه ديال المسجد الاعظم الجلاب ديالهم كانوا يتخدموا في هذا الدراز هذا. في هذا الدراز يعني الملابس ديالهم الصوفيه وكل شيء. اقدم دراز. اقدم دراز. هو هذا دراز كبير. يعطيك الله الصحه الدساب. الله يرحم الوالد. الله يحفظك. الله يجازيكم بخير. الله يعاونكم. الله يعطيك الصحه. الله يطول في العمر. اللهم La ville n'a livré que une partie infime, si je puis dire, de ses secrets, et elle ne pourra jamais les livrer tous, parce qu'il y a la ville médiévale et moderne qui se trouve au-dessus, et il y a ce dont on vient de parler, les alluvions qui séparent la ville moderne de la ville ancienne.